Bonjour, merci d'avoir accepté d'intervenir au micro de Radio Mayoi Campus. C'est un plaisir pour moi. Vous participez ce soir à une conférence consacrée à Toussaint Louverture à l'occasion de son 215e anniversaire de la mort. Oui. Et donc, qu'évoque pour vous Toussaint Louverture ? Alors tout d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que cette conférence est à l'initiative à la fois du groupe parlementaire d'amitié France-Haïti et de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Et on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises et l'idée a émergé de pouvoir organiser une grande journée de l'amitié entre la France et Haïti. Les délais étaient très courts, donc nous avons pris l'initiative de faire cette conférence et de se caler sur la date où on va commémorer, comme vous l'avez dit, le 215e anniversaire de la disparition de Toussaint Louverture, dont tout le monde sait à quel point il a été un précurseur visionnaire de la lutte pour davantage de justice, davantage d'équité, celui qui a conduit Haïti à devenir la première république noire, qui a fait des émules à travers le monde. On peut citer pêle-mêle Martin Luther King, on a parlé de Césaire, de Damas, de Senghor, de Nelson Mandela également, qui se sont vraiment alimentés de cette pensée de Toussaint Louverture. Et nous considérons que c'est un héritage extrêmement précieux qu'il a légué à l'humanité, qu'il a légué au monde noir, mais pas particulièrement qu'au monde noir, parce que je crois que les valeurs de tolérance, les valeurs de respect, les valeurs de partage, qui sont aussi des valeurs que nous véhiculons aujourd'hui, n'ont pas de coloration, n'ont pas de couleur de peau. Ce sont des valeurs qui sont vraiment universelles. Et c'est en ce sens que nous devons de pouvoir dire ce côté universel de la pensée, de l'œuvre de Toussaint Louverture, et puis faire en sorte que cette mémoire puisse être perpétuée à travers le temps, notamment, comme nous le disons souvent, auprès des jeunes, auprès des futures générations, parce qu'il y a un certain nombre de barbaries que le monde a connues, que le monde continue de connaître encore aujourd'hui, qui sont l'œuvre de l'ignorance, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'avait pas compris. Je pense que le travail qui a été fait à l'époque, qui a conduit Haïti à cette libération, doit pouvoir être en permanence dans nos mémoires. Ça doit pouvoir se décupler à travers le temps, sur l'intégralité de la planète. Et c'est en ce sens que, dès le départ, lorsque la proposition a été faite, eh bien, nous, au sein du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, volontiers, nous avons accepté cette idée qui est pour nous un point de départ, c'est le point de démarrage d'une série d'actions que nous allons conduire jusqu'à 2019, où on espère véritablement un beau feu d'artifice pour célébrer l'amitié entre ces deux pays. De quels moyens dispose ce groupe d'amitié France-Haïti? Est-ce que vous avez des moyens matériels, des moyens financiers de pouvoir intervenir, agir directement en Haïti? On connaît tous la situation difficile, catastrophique que connaît le pays. Alors c'est une question qui revient très souvent. Je rappelle que le groupe d'amitié ne dispose pas de moyens en particulier. Le premier moyen dont on dispose néanmoins, c'est la parole, c'est la capacité à pouvoir dire les choses, c'est la capacité à faire de la diplomatie, à pouvoir intervenir auprès des institutions qui peuvent accompagner un certain nombre de développements, que ce soit sur le plan de la coopération, sur le plan culturel, sur le plan sportif, mais en matière de coopération, effectivement, il y a un gros travail qui se fait déjà, mais nous considérons que cette coopération doit aller encore plus loin, notamment la coopération décentralisée. Dans les deuxièmes assises se sont tenues au mois de décembre 2017 en Haïti, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de communes, de villes, de PCI qui veulent et qui travaillent déjà avec des villes, avec des communes en Haïti. Et donc l'objectif pour nous, c'est de voir comment, par le truchement de la parole, en faisant intervenir les membres du groupe, on pourra appuyer de tout notre poids là où c'est possible. Alors bien entendu, on est dans des réseaux, il ne s'agira pas de compter que sur le groupe d'amitié. Il y a un certain nombre d'institutions, de partenaires avec lesquels Haïti travaille, avec lesquels la France travaille, et nous, notre rôle, eh bien, ça sera de continuer à faire le lien, à faire cette jonction entre ceux qui disposent des moyens logistiques et également des moyens financiers, puisque on a bien compris qu'on peut avoir les plus beaux projets du monde, mais si on n'a pas le nerf de la guerre pour les réaliser, bien, ces projets risquent de rester lettre morte. Mais néanmoins, nous considérons qu'au départ, il faut déjà avoir le projet avant même de penser au financement et à la mise en œuvre concrète sur le terrain. Mais je pense que la volonté est tellement forte d'aller dans cette direction. Il y a tellement de belles choses qui se font déjà, notamment par toutes les associations qui regroupent la communauté haïtienne que nous avons déjà rencontrées sur le terrain de la France hexagonale, que je suis persuadé, nous sommes convaincus que lorsque on va mettre bout à bout toutes ces énergies positives, on va arriver à sortir de belles réalisations. Lors de votre préambule ici à l'Assemblée nationale, au début de cette conférence, vous avez fait un parallèle
entre Toussaint Louverture et Martin Luther King et d'autres héros également. Est-ce que vous pouvez clarifier pour nous ce parallèle? En quoi Toussaint Louverture les a inspirés, en quoi ou eux-mêmes en fait, ont été influencés par la personnalité de Toussaint Louverture? Je crois qu'il y a un nœud gordien dans l'histoire de l'humanité. Et c'est un nœud gordien qu'on essaie de desserrer, mais qui existe toujours. Notamment, c'est le fait que certains hommes décident de mettre en esclavage d'autres qui ne leur ressemblent pas. Notamment, on a vu ce qui s'est passé entre l'Afrique, l'Union européenne, enfin l'Europe, certains pays d'Europe, et les Amériques, l'esclavage, la traite négrière, qui était quand même quelque chose d'extrêmement atroce, contre laquelle d'ailleurs Madame Taubira s'est battue et qu'elle a fait adopter par l'Assemblée nationale une loi pour décréter que la traite et l'esclavage étaient des crimes contre l'humanité. Mais en somme, Madame Taubira s'inscrivait dans la continuité de discours qui l'avaient précédé. Et là où je disais que Toussaint Louverture peut être considéré comme étant le point d'ancrage, c'est que le combat qu'il a mené pour libérer les Noirs qui étaient en esclavage, c'était un combat pour la liberté, c'était un combat pour l'égalité, c'était un combat pour la fraternité. Et en quelque part, ces dynamiques-là s'inscrivent tout à fait dans le droit fil de personnages qui ne sont plus contemporains. Lorsque Martin Luther King disait « I have a dream », on a bien compris le rêve qui consistait à vouloir abolir les dissensions, les différenciations qu'il y avait d'un côté, qu'il y avait entre deux côtés les Noirs et de l'autre côté les Blancs, ce qui partait du principe que tous les hommes naissaient libres et égaux et qu'il ne pouvait pas y avoir de tension, de différenciation de la sorte. On prend le combat d'Aimé Césaire qui s'est souvent inspiré de Toussaint Louverture et qui dans ses œuvres a souvent évoqué ce caractère universel du combat et des valeurs que défendait Toussaint Louverture. Nelson Mandela en Afrique du Sud, je crois qu'il y a un héritage qui est un héritage universel. Alors il y a peut-être d'autres que je n'ai pas cités qui ne me sont pas venus à l'esprit, qu'on aurait pu également citer par rapport à ce travail en profondeur qu'ils ont réalisé pour pouvoir dire à la face de l'humanité qu'il ne saurait y avoir plusieurs catégories d'hommes. On a fait le travail pour abolir déjà la notion de race parce qu'on sait que nous sommes tous issus de cette matrice africaine. Les hommes sont partis tous azimuts et ça a donné ce que nous sommes aujourd'hui, une diversité extraordinaire et qui est très très belle. Mais il faut que les membres de cette diversité comprennent qu'en réalité nous sommes tous issus de la même matrice, c'est la matrice humaine. Et ça c'est le sens du combat que menait Toussaint Louverture à son époque. C'est dommage qu'il soit parti aussi rapidement parce que je me dis que on parlait de lui comme étant quelqu'un de très agité dans le bon sens du terme, qui était toujours au combat, qui avait une idée à la seconde. Et je pense que s'il avait vécu un petit peu plus longtemps, certainement que ceux qui l'ont suivi auraient été beaucoup plus vite dans la réflexion et certainement que cela aurait pu également changer la face de l'humanité. Toussaint Louverture a connu une fin tragique, transporté en France, mort. Est-ce que lui-même n'a pas précédé ces leaders en fait, qui gênaient et malheureusement ont payé de leur vie, leur engagement, leur combat? Mais ça, c'est la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous vous positionnez de manière différenciée, à partir de l'instant où vous allez dénoncer les injustices qui très souvent sont faites aux hommes, eh bien, vous allez rencontrer sur votre chemin des systèmes, des institutions qui eux-mêmes, ces systèmes-là, vivent de ces inégalités. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'humanité. Et en même temps, le combat qu'ont mené les grands hommes pour pouvoir lutter contre cette profitation, comme disent nos amis guadeloupéens, ben c'est aussi un combat qui est vieux comme le monde. Et je crois qu'à un moment donné, quand on s'engage dans ce genre de difficultés, il faut savoir que derrière, il peut y avoir des coups. Et les coups peuvent aller très loin. Ça peut, comme dans le cas de Toussaint Louverture, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Kennedy, toutes ces personnes qui ont payé de leur vie, qui ont été assassinées simplement parce qu'elles s'étaient mises à revendiquer davantage d'humanité, davantage d'humanisme dans la relation entre les uns et les autres. Je me dis que ça peut être vu comme étant également le sacrifice d'une vie, parce que bien entendu, quand on va s'attaquer à Napoléon, quand on s'attaque à l'armée française, eh bien, on aurait pu facilement deviner qu'au bout du compte, il y aurait eu des retours de bâton, des représailles. Mais je crois que le challenge était tellement beau, le pari était tellement généreux, qu'on peut tout à fait comprendre, en remettant l'histoire dans son contexte, qu'il soit allé jusqu'au bout de sa logique, parce qu'on a bien compris que sa conviction et sa détermination étaient au-delà de la peur
que l'on pouvait imaginer auprès de certains de ses contemporains. Et c'est un exemple également que nous devons retenir dans le sens de dire, lorsque vous avez des convictions, quand vous avez des croyances, quand vous êtes convaincu de la justesse d'une cause que vous défendez, il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de cette cause. Gabriel Servit, vous êtes député de la première circonscription de la Guyane. C'est votre deuxième mandat. Vous avez été enseignant, puis proviseur avant d'être député. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'histoire de Toussaint Louverture soit enseignée dans nos écoles guyanaises à nos jeunes Guyanais? Je suis favorable à ce que l'histoire dans sa globalité soit enseignée. L'histoire de l'humanité, il faut qu'elle soit enseignée, il faut qu'elle soit maîtrisée par notre jeunesse. Bien entendu, il faut du temps pour le faire. Donc, il faudrait que ceux qui sont chargés d'élaborer les programmes puissent établir une continuité, établir une progression des plus petites classes jusqu'à l'université pour que chaque citoyen dans le futur soit en capacité de dire oui, à défaut de maîtriser complètement cette histoire, mais que je maîtrise, que je connais les grands pans, les grands volets de cette histoire. Parce que nous nous rendons compte, hélas, que très souvent nos enfants grandissent dans un univers, dans un monde pour lequel ils connaissent l'histoire d'autrui, ils connaissent l'histoire des autres, mais ce qui a fait leur propre histoire est totalement occulté, totalement annihilé, et c'est ainsi qu'on arrive à avoir des sociétés, en tout cas les nôtres, avec des personnes qui sont écartelées entre ce qu'elles désiraient être, ce que l'histoire a fait d'elles, ce que l'histoire ne fait pas également. Donc je considère effectivement, pour répondre directement à la question, que c'est une nécessité absolue que de pouvoir enseigner l'histoire de ces grands hommes à tous nos enfants dans toutes les écoles. La conférence n'est pas finie, vous êtes attendu. Parlons-en rapidement de l'actualité guyanaise. Aujourd'hui, en tout cas actuellement, fait débat. Il y a un débat entre les partisans et les opposants de la Montagne d'Or. Quelle est votre position là-dessus, monsieur le député ? Alors si je vous disais ma position sur cette question-là, vous aurez eu la primeur parce que même en Guyane, je ne l'ai pas encore exprimé. Peut-être que la population l'attend. Mais vous savez, non, jamais. je sais qu'elle l'attend. Je sais que hier soir, il y a eu du grabuge à l'américaine entre les pros et les anti-Montagne d'Or. Cela étant dit, j'aurai l'occasion d'expliciter ce qu'est ma pensée par rapport à ce projet. Tout d'abord, en faisant remarquer que très souvent, lorsque les Guyanais ont dit non, à partir de l'instant où l'État avait pris sa décision, le projet se mettait quand même en place. On avait dit non au Mong, on avait dit non à la Légion étrangère, on avait dit non à la déviation de la route nationale numéro 1, on avait dit non à l'implantation d'un pylône sur le Bon Matori, à Matori, on avait dit non à la déviation de la route de Kabassou, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les services de l'État avaient pris la décision d'engager un processus, le projet se mettait en place sans tenir compte, bien évidemment, de la vie des Guyanais. Et le pouvoir a toujours le dernier mot ? Le pouvoir a toujours le dernier mot parce que la Guyane, c'est un territoire, c'est une circonscription, c'est une région française. La Guyane n'est pas un État indépendant. Est-ce qu'on n'attend pas justement que des députés, des élus comme vous montent au créneau pour aller défendre la population et justement contrecarrer? Mais c'est le travail que nous faisons déjà. En même temps, je prends la précaution d'expliquer, et il faudrait qu'on se donne le temps pour le comprendre, que je suis élu du peuple, je suis un représentant de la nation, je représente un territoire au sein de l'Assemblée nationale. Mon avis, à la limite, on aurait pu penser que ça importe peu, parce que je peux me tromper sur le sujet. Vous ne faites pas partie d'un groupe parlementaire, non? Alors, je suis dans un groupe parlementaire, c'est vrai, mais même au sein de ce groupe, je peux vous dire que lorsque les choses vont dans le sens de l'intérêt de la Guyane, je vote pour, je dis OK. Quand je pressent des résultats et des conséquences négatives, soit je m'abstiens, soit je vote contre. Donc il est pour moi important d'entendre ce que dit la base. Et si la base, de façon majoritaire, venait à se prononcer contre le projet, il faudrait que je transmette l'information auprès du gouvernement pour lui dire que les Guyanais ne sont pas d'accord. Si à l'opposé, il y a une majorité qui se dégagerait en faveur de ce projet, quand même il y aurait une petite minorité agissante qui dirait non, mon rôle, ça sera aussi de venir à l'Assemblée pour défendre le projet. Mais pour l'instant, je considère que nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape ultime
légitime. Je me dis que le débat public a été engagé. Il faut prendre le temps d'écouter ce que sont les arguments des uns et des autres pour qu'on se fasse une idée plus précise. Étant entendu que, si vous voulez avoir le fond de ma pensée, et moi je crois que dans ce cas d'espèce, ce qu'il faudrait, c'est mettre la barre à un certain niveau vis-à-vis du promoteur du projet, pour ce qui concerne la fiscalité, pour ce qui concerne la protection de l'environnement, pour ce qui concerne la préparation, la formation et l'insertion de ces 800 personnes qui vont travailler sur le site, soit directement, soit de manière connexe. Il faut vraiment essayer de retirer le maximum. J'entends dire que 2% de fiscalité, ça n'est pas suffisant. Mais est-ce que nous avons déjà fait la proposition au promoteur de mettre la fiscalité à 5%? Alors si on lui fait la proposition, peut-être qu'il va hurler en disant que c'est scandaleux, que ça n'est pas possible. Mais je pense que là, on peut rentrer effectivement dans une phase de négociation en disant que si vous tenez absolument à ce que le projet se fasse, eh bien, donnez-nous un maximum de garanties sur tous les paramètres que sont la fiscalité, l'emploi, la protection de l'environnement, même faire intervenir des experts extérieurs totalement indépendants, à la fois des services de l'État, mais également du promoteur du projet, pour que ces experts puissent nous dire avec un regard extrêmement neutre quelles sont les conséquences qui pourraient être dommageables pour l'environnement, en sachant que nous avons adapté il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale le code minier au droit de l'environnement, et personnellement j'ai introduit un certain nombre d'amendements qui ont rendu, je veux dire, le code minier encore beaucoup plus strict et plus sévère vis-à-vis des opérateurs miniers. C'est-à-dire que personnellement je milite en faveur d'une protection maximale, mais on a bien compris également qu'on ne peut pas vouloir développer un territoire si par moment on ne coupe pas quelques arbres. Je crois que c'est une obligation qui nous est faite, parce qu'autrement on va continuer à vivre que d'allocations familiales, que de RSA, que des transferts sociaux, et je considère que la Guyane n'a pas vocation à rester éternellement accrochée comme ça à ce système qui n'est pas un système porteur d'espérance économique. Donc il y a une réflexion à porter, et vous voyez depuis le temps que j'en parle, ça veut dire qu'on n'est pas au bout de la logique, on n'est pas au bout de l'analyse. Il faudra qu'on continue ce débat-là, mais dans tous les cas qu'on le mène de manière beaucoup plus apaisée que ce à quoi on a assisté hier soir à la mairie de Cayenne. Donc on l'a compris, vous agissez, vous introduisez des amendements, mais en toute sincérité, est-ce que parfois vous avez le sentiment d'être quand même ici à Paris un peu démuni? Alors, il y a des moments où on peut avoir le sentiment d'être démuni, mais que je vous rassure, ce n'est pas le cas que des députés des Outre-mer. Moi, je vois bien mes collègues qui sont députés de France hexagonale également. Ils portent souvent beaucoup d'amendements pour pouvoir améliorer les projets de loi qui sont portés par le gouvernement, et très souvent, on leur fait des faits de non-recevoir. Donc, il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on est dépité parce que, je dis bien dépité, parce que nos projets personnels n'aboutissent pas. Le choix des mots n'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Et puis, il y a des moments où les choses vont bien, où certaines propositions que nous faisons arrivent à passer le cap du gouvernement, et que ces propositions-là se retrouvent introduites dans la loi, ça ne peut que nous donner satisfaction. Donc c'est un jeu, c'est le jeu de la démocratie. Il y a des moments où c'est positif, des moments où c'est négatif, et puis à nous de faire en sorte que la voix des Outre-mer soit mieux entendue, parce que souvent on se rend compte que les membres du gouvernement sont des fois passionnés des problématiques franco-françaises, et lorsqu'on leur parle des problématiques des territoires d'outre-mer, il y a une essai de distanciation qui s'établit de façon presque naturelle, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment pris le temps de mesurer l'ampleur des difficultés que nous vivons, et notre rôle, eh bien, c'est de faire ce travail d'explication, ce travail d'éducation, pour qu'eux-mêmes soient en capacité d'avoir les mêmes éléments de compréhension de ces problématiques que ne peuvent en avoir les députés issus de ces territoires. Ce sera ma dernière question, elle peut paraître peut-être polémique, mais je vous la pose. Les élections législatives partielles se sont déroulées récemment en Guyane. Lennec Adam a donc été élu député de la 2e circonscription. On sait que vous avez soutenu son adversaire. Depuis, est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous avez sympathisé? Est-ce que vous vous êtes réconcilié? Vous savez, on n'était pas fâchés, c'est bien ce que je dis, c'est le jeu de la démocratie. Je m'étais accroché à un candidat qui, pour moi, aurait été en capacité de défendre les accords de Guyane que nous avons signés l'année dernière, après 1 mois et demi de manifestation. Vous regrettez le résultat de l'élection? Non, le fait d'avoir porté votre Ah non, 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 pas du tout. soutien. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que j'ai été cohérent avec moi-même, j'ai été sincère vis-à-vis de la population qui m'avait vu à l'œuvre en mars-avril 2017 aux côtés de M. Daviriman, et donc c'est tout à fait naturellement que les gens m'ont vu à nouveau l'accompagner pour cette élection.
Bien sûr que j'ai connu une petite déception au moment de l'annonce des résultats, mais cela étant dit, je ne ressens aucune acrimonie, aucune animosité vis-à-vis de quiconque. Et moi je dis, le principe c'est que nous sommes tous les deux élus de Guyane, nous devons accorder nos violons, nous devons être sur des positions complémentaires. Lui, il est de la majorité, j'espère qu'il va profiter de cette belle opportunité pour pouvoir mieux faire passer les dossiers auprès des membres du gouvernement, même si moi je suis persuadé, dans la pratique, on s'est bien rendu compte que on obtient satisfaction plutôt lorsqu'on bouscule, entre guillemets, les ministres, parce que souvent les problèmes de la Guyane sont un rêve lointain. De Gaulle avait dit déjà en 1960 qu'il est conforme à la nature des choses qu'un territoire avec un caractère aussi particulier que le vôtre, en parlant de la Guyane, et en somme aussi éloigné, puisse disposer d'un statut d'autonomie proportionné aux conditions dans lesquelles le pays doit vivre. Il disait ça en 1960 et on sait bien tout ce qu'il est advenu après. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Guyanais ont tenté de faire émerger cette idée de statut spécial, d'autonomie, de progrès au sein de la République, eh bien, il y a eu des membres du gouvernement pour les faire capoter. Et donc cela veut dire en clair que on ne peut pas faire confiance de manière aveugle à la majorité. Et donc il faut qu'il y ait cette opposition, une opposition constructive, pas qui est timide aujourd'hui. Pas s'opposer pour s'opposer. Non, l'opposition elle n'est pas vraiment timide parce que si vous vous rappelez mes prises de position, notamment lorsqu'on a voté la loi qui arrêtait l'exploration des hydrocarbures présentée par M. Nicolas Hulot, on n'était pas timide du tout. On a présenté dernièrement une proposition de loi pour pouvoir revaloriser les retraites des agriculteurs en Outre-mer qui vivent avec véritablement des pécadilles. Là, on n'a pas été timide et on a dit à quel point on n'était pas d'accord. Sur les ordonnances travail, on a manifesté notre désaccord. Sur la loi qui va passer bientôt à asile et migration, peut-être qu'on aura des positions particulières à défendre. Je me dis que c'est une opposition qui est peut-être dispersée et ce qu'il faudrait pour la rendre plus forte, c'est de rassembler les voix et faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence de la manière de dire, de la manière de porter la revendication auprès du gouvernement. Voilà. Monsieur Gabriel Servit, merci d'avoir accordé cet entretien à Radio Mayo et Campus. C'est moi qui vous remercie.